Julien Paluku, bonjour. Bonjour. En tant que ministre du Commerce extérieur, vous avez signé un arrêté suspendant l'importation de la bière, des boissons gazeuses et de chaux pour protéger les industries locales. Mais les importateurs répondent que ce sont les tracasseries administratives qui les feraient fuir. Qu'en pensez-vous? Oui, merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que tout pays à travers le monde veut intégrer le commerce international. Et il doit y arriver non pas qu'en tant qu'observateur, mais en tant qu'acteur. Voilà pourquoi la RDC a ratifié l'accord de l'Organisation mondiale du commerce. La RDC a ratifié beaucoup d'autres accords avec des pays partenaires avec lesquels il fait le commerce. Et donc, lorsque chaque État, au terme des accords, qu'il s'agisse de celui de l'OMC ou de ceux signés avec d'autres États, lorsque chaque État trouve que sa production est menacée, il a le pouvoir de prendre des mesures de sauvegarde. Et c'est ce que nous avons fait avec la Zambie pour nous permettre de gérer en fait la production intérieure. C'est ce que nous avons fait avec l'Angola, c'est ce que nous avons fait avec le Rwanda, c'est ce que nous avons fait avec l'Ouganda, c'est ce que nous avons fait avec la Tanzanie, ce que nous avons fait avec le Congo-Brazzaville, parce que la mesure ne visait pas tout simplement un seul pays, mais l'ensemble des États qui nous entourent pour que nous nous rassurions de ce qu'on appelle les règles d'origine. Et donc, les questions liées à des tracasseries au niveau interne sont des questions que le gouvernement est en train d'adresser à travers la politique de notre Premier ministre qui voudrait effectivement que les ministres de l'économie proposent des mesures concrètes qui rassurent tous les opérateurs économiques que désormais la RDC est une bonne destination. La décision prise en RDC a aussi fait réagir les autorités zambiennes, ce qui a justifié d'ailleurs votre visite au Katanga. Est-ce que vous nous confirmez que tout est de nouveau normal entre les deux pays? D'abord, nous avons rappelé aux autorités zambiennes que, au terme de l'accord qui nous lie et qui date de 2015, lorsque une des parties se sent lésée, eh bien, la partie s'adresse à son correspondant pour dire votre mesure nous a causé du tort de cette manière et nous voudrions nous rencontrer. L'accord prévoit que un processus doit être déclenché partant de la saisine de l'autre partie jusqu'au dialogue de manière à arrondir les angles et trouver des voies de sortie. Malheureusement, la Zambie a pris une mesure disproportionnée parce que nous avons interdit l'importation de certains biens. Eh bien, la réciprocité aurait exigé à la Zambie, par exemple, d'interdire aussi 2 ou 3 biens que nous produisons sur le sol congolais. Mais lorsqu'elle ferme la frontière, elle la ferme même pour les véhicules qui sont en transit. Ceux qui viennent de l'Afrique du Sud, ceux qui viennent du Zimbabwe, du Malawi, de la Tanzanie. C'est ce que nous avons rappelé à la Zambie. Et effectivement, elle a compris qu'elle a agi peut-être très vite au lieu de revenir à la disposition qui nous demande de nous rencontrer. Nous nous sommes rencontrés. Craignez-vous que ces crises menacent le projet RDC Zambie de construction d'une usine de fabrication de précurseurs de batteries et un projet dont les populations des deux pays devraient bénéficier? Non, ça n'a rien à voir. C'est une crise passagère. C'est un clash, comme je l'ai dit, lié à une petite incompréhension liée à l'interprétation de notre accord. Mais nous devenons les leaders de ces grands projets de chaînes de valeur, de production de précurseurs de batteries électriques et plus tard des véhicules. Donc, ce petit incident passager qui est lié n'affecte en rien ces vastes projets pour lesquels nous sommes en train de vouloir présenter les études de préfaisabilité qui ont été réalisées aussi bien en Zambie qu'en RDC et études initiées par une société qu'on appelle Arise qui a été recrutée par Afrexim Bank et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Vous avez été gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans, donc de 2007 à 2019. Quelle est votre lecture du conflit qui déchire actuellement cette partie du pays et quelle aurait été votre stratégie de résolution de ces guerres répétitives dans la région? Je ne cesserai jamais de le dire, la guerre qui se passe dans le Kivu est une guerre économique, tout simplement. Il y a la grande mine de Rubaya dans le territoire de Massissi qui regorge entre 60 et 80% des réserves mondiales du coltan. Il y a la mine de Louéché à Somikivu, c'est dans le territoire de Rutshuru qui réserve le pyrochlore, le nobium.
c'est un minerai stratégique qui entre de la fabrication des fusées. Et donc, ce sont les deux éléments principaux qui sont les mobiles de la guerre. À côté de ça, il y a la cassiterite, il y a l'or. Et si aujourd'hui vous considérez les statistiques d'exportation du Rwanda, le Rwanda a des recettes d'exportation qui vont jusqu'à 1,2 milliard de dollars, alors qu'il n'a pas autant de carrés miniers qui peuvent l'amener à avoir ce genre de recettes. Lorsque vous analysez les statistiques d'exportation de l'or en Ouganda, eh bien, c'est 1 milliard de dollars, alors que l'Ouganda n'a pas autant de gisements d'or comme nous l'avons au Nord Kivu, à Ituri. Donc, brièvement, ceux qui ne comprennent pas la crise à l'Est pensent que c'est des conflits liés à la haine, liés aux FDLR, liés à ceci. Moi, j'ai toujours réfuté toutes ces allégations, parce que si les conflits étaient liés aux FDLR, eh bien, ces conflits seraient terminés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que le gouvernement congolais doit poursuivre la construction de son système de défense. Nous sommes comme une belle fille qui est dans une maison non clôturée. Eh bien, la clôture, pour moi, c'est le système de défense à construire. Il faut le consolider pour nous permettre que nous avons une armée capable de sécuriser nos frontières, capable de sécuriser aussi les voisins. Parce que si on n'a pas une armée forte, les voisins croiront qu'une subversion peut se faire à l'intérieur de notre territoire et atteindre les territoires voisins. Donc ça, pour moi, c'est le pilier principal. Le deuxième pilier, c'est de veiller sur la communauté internationale qui devra accompagner les relations entre la RDC et ses voisins. 3, moi je crois qu'il faut ressusciter le projet de la CPGL. La CPGL réunissait le Rwanda, le Burundi et la RDC. À travers elle, il y avait des projets comme celui de l'électrification. Aujourd'hui, la Sinelac électrifie le Rwanda, le Burundi et la RDC. Il faudra autant de projets qui nous unissent pour nous permettre de partager plus ou moins des intérêts communs à travers des projets intégrateurs. Et c'est cela qui est la voie royale pour nous ramener la paix. Julien Paluku, merci. Merci.